Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Adri. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo FAQ. Je voulais déjà vous remercier énormément pour vos retours de la première FAQ. Et aussi, merci à Alexandre, un des auteurs du jeu, d'avoir regardé ma vidéo. Ça me fait extrêmement plaisir. Et d'avoir mis des petites précisions en commentaire. Donc je vais, dans cette vidéo déjà, rajouter ces précisions-là. Donc je vais vous refaire des exemples, refaire des sortes de cas cliniques, on va dire, où je vais vous montrer des dispositions de monstres, des dispositions de héros, et on va voir ce qui va se passer. Et bien évidemment, il y aura deux nouvelles questions que j'ai prises sur le Discord, plus cette fois-ci, et on va voir du coup comment y répondre, tout simplement. Voilà, on va pas s'attarder plus que ça, hein. Donc déjà, la première petite précision, c'était le nombre de sleeves qu'il fallait. C'est vrai que j'ai oublié de préciser qu'en fait, les 900 sleeves, c'était pour le jeu plus les 4 extensions. Donc si vous voulez que le jeu de base, il vous faut 500 sleeves. Voilà, c'était la petite précision rapide. Et on va pouvoir enchaîner sur d'autres précisions. Les précisions qu'il m'a faites concernant certains cas, on va les reproduire et on va résoudre en fait les cas suivants. Donc on m'a fait la remarque, du coup, donc on va faire le nouveau cas clinique, je mets ça en place et je vous reprends tout de suite. Alors du coup, dans la dernière vidéo, j'avais montré cet exemple-là avec le mage rouge. Alors c'était pas le Luminastra, c'était le pyromancien, mais voilà, c'est le même principe. Donc mon barbare qui avait 12 de menace et mon Luminastra, du coup, au lieu d'avoir celui du pyromancien, bon, il a 0, donc c'est encore mieux, comme ça au moins il va vraiment jamais prendre le focus normalement. Voilà, donc on avait dit que les monstres non fainéants, premièrement, ils regardaient s'ils pouvaient taper un maximum de monde. Donc là, c'est équivalent, 1 et 1. Et quand c'est comme ça, ils tapaient celui qui avait le plus de menaces, ou en tout cas le groupe qui contient le plus de menaces. Donc dans ce cas précis, c'était le barbare qui prenait les dégâts. Dans ce cas-là, en fait, le mage rouge, vu qu'il n'est pas fainéant, il se serait déplacé et il aurait tapé le barbare. Voilà. Donc ça, c'est parce que le barbare a une menace plus grande que celle du Luminastra. Sauf que du coup, j'avais oublié de préciser que en fait, ce genre de personnage ciblait le groupe le plus grand en premier. Donc imaginons que maintenant nous avons un briseur de horde qui a 10 de menace ici. Et en fait, du coup, comment on résout ça? C'est simple, le mage rouge tape le Luminastra et par extension tape le briseur de horde en fait. Voilà. Donc en fait, c'est même pire que ça, entre guillemets. Il va taper le briseur de horde et le Luminastra va prendre à travers parce qu'il n'y a pas de système de ligne de vue dans le jeu. Donc c'est le briseur de horde qui prend les dégâts et le Luminastra qui prend les dégâts collatéraux. Voilà. Bon, qu'on me corrige hein, si c'est faux, bien évidemment, mais il me semble que c'est comme ça. Et donc du coup, même si le barbare qui a 12 de menaces a plus de menaces que le briseur de horde et le Luminastra cumulés, donc 10 plus 0, ça fait 10, ce genre de personnage focus le groupe le plus grand. Donc le groupe le plus grand, c'est Luminastra et briseur de horde. Voilà, ils sont deux et le barbare est tout seul. Une autre précision, si par exemple, maintenant, on était sur quelque chose de ce style-là. Alors, du coup, à la place du barbare, nous avons le briseur de horde. Non, plutôt comme ça. Voilà. Et que maintenant, nous avons le paladin. Vous voyez que ces deux personnages ont exactement la même valeur de menace. Alors, du coup, comment ça marche si on refait ce cas clinique? Hop, donc, nous avons le mage rouge, pareil, qui est pas fainéant. Donc, il peut se déplacer éventuellement pour taper des cibles plus adéquates, entre guillemets. Le briseur de horde a 10, le paladin a 10. Donc, vous me direz, on s'en fiche, on tape l'un ou l'autre. Non. Dans les règles, il est dit que si deux personnages ont la même menace, c'est celui qui a le plus d'épée qui prend l'aggro. Donc, si on est dans ce cas de figure-là, le mage rouge monte et taperait le paladin et pas le briseur de horde, parce que le paladin a menace égale, a 2 épées au lieu d'une, donc c'est lui qui prend l'aggro. Voilà.
Et c'est bien sûr bah voilà, pareil pour tout autre type de litige où il y aurait une égalité, bah voilà. Donc deux persos qui ont la même menace sont départagés par le nombre d'épées. Voilà, à préciser que le paladin vient d'une extension et le briseur de horde, le jeu de base. Oui, et avant de faire le prochain cas, une phrase de l'auteur que je trouve très claire du coup, donc on va la dire aussi en vidéo, hein. Pour résumer donc toutes ces histoires de déplacement, les ennemis fainéants, les ennemis fainéants, la première règle c'est le nombre de déplacements qu'ils doivent faire. Donc ils sont fainéants, donc ils font le moins de déplacements possible pour taper. Si il y a équidistance, alors on prend la menace. Les non fainéants, la règle est différente. La première règle à respecter, c'est nombre de héros touchés. Donc comme je vous ai montré, c'est d'abord est-ce qu'ils peuvent taper un maximum de monde. Et s'ils ne peuvent pas taper un maximum de monde, ils regardent la menace. Et s'il y a plusieurs héros dans chaque groupe, enfin si les groupes sont équivalents en termes de personnes, on prend la menace cumulée du coup, et pas la menace singulière. Voilà, j'espère que c'était clair. Alors le cas clinique suivant, je l'ai pris de Discord. Donc c'était une question qui concernait la règle des déplacements. Encore une fois, hein, les déplacements dans ce jeu, je pense que c'est ce qu'il y a de plus dur, le placement des personnages, de comment les ennemis focus. Mais une fois que vous aurez toutes les clés en main grâce au FAQ et grâce à l'expérience, hein, bah, vous allez voir qu'au final c'est plutôt simple. Donc là, il y a quand même un cas très particulier qui se passe. Donc on va dire que tous les ennemis ont joué et qu'il reste que la mandragore. La mandragore, elle est fainéante, d'accord? Et elle tape sur une zone de 3 comme ça. Donc là, pour ce cas-là, on va dire que du coup, la zone sera comme ça. Elle se déplace de 3 et inflige 2 dégâts, mais à un héros, d'accord? Donc même si elle tape dans cette zone-là, c'est pas une attaque de zone, c'est vraiment une attaque mono-cible sur toute cette zone-là. Non, la question qui est posée, c'est que fait la mandragore? Parce que elle pourrait taper le briseur de horde en faisant 2 déplacements et le taper, mais elle peut faire le 2 déplacements par le bas ou par le haut, sachant que ça respecte bien la règle de d'abord les lignes puis les colonnes. Et ben là, qu'est-ce qui se passerait? Et ben c'est un des rares cas où en fait, bah, c'est l'un ou l'autre. Pour répondre à votre question, elle peut faire 3 déplacements, mais elle ne fait pas 1, 2, 3, bah parce que bah c'est une flemmarde, hein, donc moins de déplacements possible. Toujours cette règle pour les flemmards, d'accord? Donc, et de toute façon, même s'il peut toucher les deux, en fait, c'est que un des deux, c'est une attaque mono-cible. Donc voilà, pour ce cas clinique, bah, c'est un cas un peu particulier. Bah, en fait, par le haut ou par le bas, c'est pareil. Voilà, donc c'est finalement vous qui choisissez. Je vous recommande soit de faire un lancer de dés, par exemple pair il va en haut face, enfin pair, il va en haut, impair il va en bas, ou alors voilà vous choisissez, on s'en fiche, hein. Mais en tout cas, normalement il n'y a pas de situation plus juste qu'une autre. Et imaginons que le Luminastra était ici, donc on pourrait se dire que bah, la Mandragore elle pourrait faire 1, 2 ou 1 et 2. Et on pourrait se dire que ça serait mieux parce qu'en fait, elle touche 2 personnages, mais encore une fois, on s'en fiche. La Mandragore est fainéante. Dans les 2 positions, elle tapera, quoi qu'il arrive, le briseur de horde qui a une menace plus grande. Et oui. En gros, elle va faire ça, et ensuite, bah, elle va tout simplement taper le briseur de horde avec sa zone, hein, bien évidemment. Hein. Il faut toujours prendre en compte sa zone. Donc en fait, dans les 2 cas, ça respecte le fait qu'elle fait le moins de déplacements possible et qu'elle touche celui qui a le plus de menaces, du coup, comme on est à équidistance. Donc en fait, ça ne change rien normalement à ce cas. Elle peut aller en haut ou en bas. Pareil, si c'est possible, corrigez-moi si je me trompe. Mais normalement, c'est bon, si on suit bien les règles. Le prochain point, c'est une précision très rapide. Je vous avais parlé dans ma première FAQ des charognards. Je vous avais dit que c'était notamment un boss qui invoquait les charognards. Précision de l'auteur, il y a aussi la carte Meute de charognards, qui est un ennemi intermédiaire, qui lorsqu'on la révèle, place 3 charognards sur le plateau. Voilà, c'était juste une petite précision concernant les charognards. Alors on se retrouve pour un dernier cas clinique de la vidéo sur les déplacements des ennemis. Donc la question a été posée sur Facebook cette fois-ci. Ça concernait en fait l'arc-démon qui en gros tape de cette manière-là. Il peut faire 3 déplacements, 3 dégâts à tous les héros dans la zone. C'est un héros qui n'est pas fainéant, donc il peut se déplacer.
Maintenant, comme vous voyez, la disposition est la suivante. En fait, le Luminastra est bloqué dans le coin, et en fait, il ne peut pas rentrer dans la zone de l'arc-démon. Et la question c'était, est-ce que l'arc-démon se déplace? Donc, soit il ne bouge pas, il tape directement le briseur de horde, soit il se déplace pour essayer de se rapprocher du Luminastra, mais qui de toute façon ne pourra pas être atteint. Donc, il semblerait, donc là pareil, je suis pas sûr, mais si on suit l'instinct des règles, etc., pour moi, l'arc-démon ne se déplace pas, parce que en fait, il n'a pas l'occasion de taper quelqu'un d'autre. Donc, on va dire quand même que même s'ils peuvent se déplacer, qu'ils sont pas fainéants, ils vont pas se déplacer pour rien ajouter de plus. C'est-à-dire qu'ils vont pas taper plus de monde et il va pas taper quelqu'un qui a plus de menaces. Donc, dans ce cas précis, il me semble, si je me trompe pas, que l'arc-démon ne se déplace pas et que du coup, il tape juste le briseur de horde sans se déplacer. Voilà. Maintenant, deuxième cas avec cette situation-là, nous avons le briseur de horde qui a joué un risque maîtrisé, qui dit qu'il gagne un blocage et jusqu'au début de son prochain tour, il inflige 2 dégâts à chaque ennemi qui lui inflige des dégâts. D'accord? Voilà. Et on va relire l'arc-démon qui dit que donc il inflige 3 dégâts à tous les héros dans la zone et chaque héros qui a subi au moins une blessure exile une carte. Puis l'arc-démon gagne un blocage par carte exilée. Donc la question serait du coup, l'arc-démon, vu qu'il gagne un blocage avec son effet, est-ce qu'il gagne un blocage puis il prend 2 dégâts ou est-ce qu'il prend 2 dégâts puis il gagne un blocage? Eh ben on va faire ça tout de suite. Donc on va prendre un petit dé pour signifier hop, les points de bouclier. Hop, on prend ça en direct. Donc mon briseur de horde en jouant cette carte-là a gagné un de blocage. Et maintenant on va faire le tour de l'arc-démon. L'arc-démon va faire ce qu'il a à faire. Donc effectuer 3 déplacements, on a dit juste avant qu'il ne se déplaçait pas. 3 dégâts à tous les héros dans la zone. Donc mon briseur de horde perd son bouclier et prend 2 dégâts. Donc on va dire que ça c'était sa pioche. Il va prendre 2 blessures. D'accord? Voilà, il a pris 2 blessures. Donc maintenant, il a pris des dégâts. Est-ce qu'on fait d'abord ça? Donc 2 dégâts à l'arc-démon, puis ensuite, en fait, il va gagner son bouclier. Ou est-ce que c'est l'inverse? Eh ben, la réponse, c'est que en fait, quand une carte commence son activation ou quand une carte est jouée, on termine toute la carte avant de passer à une autre carte. D'accord? Donc, la réponse est la suivante. L'arc-démon met 3 dégâts, donc c'est bon, j'ai fait. Puis, chaque héros qui a subi au moins une blessure exile une carte. Donc j'exile par exemple ma frappe, ok. Puis l'arc-démon gagne un blocage par carte exilée. Donc vu que je suis le seul à avoir pris des dégâts, l'arc-démon gagne un de blocage. Et ensuite ma carte s'active. Jusqu'au début de votre prochain tour, inflige 2 dégâts à chaque ennemi vous infligeant des dégâts. Donc l'arc-démon perd 1 sur son bouclier et 1 a pris un dégât du coup. Voilà comment on résout ce cas suivant. Alors on va faire des règles et des questions un peu plus courtes pour ce milieu de vidéo, pour se reposer un peu. Et on terminera en beauté par encore des questions sur la mort dans le jeu. Voilà, comme je vous ai dit, c'est très important la mort dans le jeu, c'est omniprésent, donc il faut savoir bien la gérer, d'accord? Je vais vous parler du mot-clé passif, d'accord? Passif, vous pouvez trouver la règle à la page 25, d'accord? La carte vous dit du coup que certaines cartes possèdent le mot-clé passif. Sauf si le texte précise le contraire, cet effet est actif ou peut être déclenché où que se trouve la carte dans le jeu du héros. D'accord? Donc vous pouvez la jouer de n'importe où du moment qu'elle est dans votre jeu. Maintenant la question est, c'est quoi le jeu? D'accord? Eh ben le jeu d'un héros, c'est page 24, juste avant. Le jeu d'un héros, une carte est considérée dans le jeu d'un héros lorsqu'elle se trouve dans le deck, dans la main, dans la défausse, ses blessures ou son exil. D'accord? Donc, voilà, donc cette carte-là, par exemple, passif, au moment où un autre héros meurt, si Pierre de Résurrection n'est pas exilé, Pierre de Résurrection puis soigner 4 blessures de ce héros. Donc il y a une petite précision, une petite, exception pour cette carte. Cette carte, elle dit donc passif, donc elle peut être jouée n'importe où, depuis n'importe où dans votre jeu, sauf du coup si elle est déjà exilée, c'est écrit. Mais sinon,
un allié meurt alors que cette carte est dans votre deck, vous allez la chercher, vous la jouez, vous l'exilez, vous faites son effet. Et voilà, vous avez joué une carte passive de n'importe où dans votre jeu, sauf depuis l'exil. C'est-à-dire que si quelqu'un d'autre meurt, bah, vous ne pouvez pas dire, ah bah tiens, passive, je la joue depuis mon exil et je l'exile. Non, c'est pas possible parce que c'est précisé que bah, c'est pas possible. Voilà. Alors, la prochaine question concerne le Luminastra. Oui, bon, c'était un petit Easter egg, je l'ai mis depuis le début de la vidéo parce qu'il y avait une question avec lui. Le Luminastra, comme vous pouvez le voir, il est assez particulier, il est jaune et incolore en termes de couleur. Alors, il a un effet qui dit que lors de chaque phase de renforcement, à chaque fois que le Luminastra révèle ses cartes, il révèle une carte jaune, une carte incolore, d'accord, donc ça comme d'hab, et une carte de la couleur de son choix. Donc ça c'est pas mal, mais c'est pour la phase de renforcement, d'accord. La question concernant le Luminastra concerne le début de partie. Le début de partie, vous choisissez en fait 2 cartes héros novice. Et ben, le problème du Luminastra, encore une fois si je me trompe, corrigez-moi, hein, mais c'est que en fait il a qu'une seule couleur, à savoir le jaune, et qu'il est incolore. Donc en fait, vous pouvez choisir ces cartes, héros novice, que à partir de jaune et de incolore. Donc faites attention, ça limite quand même votre départ avec le Luminastra, même si plus tard vous avez plus de, comment dire, de choix. Et donc du coup, pour m'appuyer quand même, page 10, donc chaque joueur choisit 2 cartes héros novice parmi les 3 couleurs autorisées, puis les ajoute à son deck. Et rappelle, les couleurs autorisées pour chaque héros sont les 2 couleurs présentes sur la carte du héros, ainsi que les cartes incolores. Malheureusement, sur la carte du héros, il est jaune et incolore, donc il peut prendre que jaune et incolore. D'accord. Vu que ce n'est pas une phase de renforcement de faire son deck de départ, il ne peut pas prendre des cartes de n'importe quelle couleur. Sinon, ça aurait été précisé. Donc, il peut choisir que parmi jaune et incolore. Voilà. Alors, la question suivante concerne les déplacements. Alors, en fait, j'ai vu beaucoup de questions sur Facebook et sur Discord concernant les déplacements. Donc, imaginons que je suis le briseur de horde, que j'ai cette main-là, bon, qui est de 5 frappes, c'est pas grave, on s'en fiche, et que j'aimerais aller taper le Sylvom contrôlé. La question est, du coup, on ne peut pas passer, on peut pas finir son tour sur un allié, mais on peut traverser les alliés. Le problème, c'est que là, je n'ai pas de carte déplacement, donc si par exemple j'avais une course qui dit faites 2 déplacements, bon, bah, le choix est simple, je fais 1 sur le Luminastra, 2 directement ici, et on est bon. Alors, maintenant, si je vous dis que vous pouvez atteindre le Sylvom et lui faire 3 dégâts, est-ce que ça vous choque? C'est possible que ça vous choque parce que, bah, en effet, j'ai pas trouvé la règle dans le livret, ou j'ai pas fait attention en tout cas, mais je l'ai lu quand même plusieurs fois pour être bien sûr. Mais en fait, c'est autorisé de, en fait, cumuler les déplacements. Imaginons que j'étais ici et que j'avais une course en main, donc course, je rappelle, ça fait 2 déplacements. Si j'avais une course qui faisait que 2 déplacements, j'aurais pu en fait défausser une 3e carte. Donc vous savez qu'on peut défausser une carte pour se déplacer de 1, pour dire qu'en fait ma course c'est pas 2 mais 3. Donc c'est pas vraiment la course qui fait 3, mais c'est juste que vous avez 3 déplacements au total, et donc vous pouvez faire 1, 2 et 3. Voilà, tout simplement. Voilà, en fait là vous allez me dire, bah, au pire tu défausses 1 puis tu fais 2, d'accord. Et si on est dans ce cas-là, bah, on peut faire ni 1 ni 2. On est obligé de faire 3 pour arriver au corps à corps du Sylvom. Donc, si vous voulez, vous avez le droit de défausser 3 cartes d'un coup pour dire que j'ai 3 fois un déplacement et faire du coup 1, 2, 3 et donc passer à travers tous vos alliés. D'accord. Petit rappel, vous n'avez pas le droit de passer à travers les ennemis, bien évidemment. Donc voilà, c'est une règle, alors je sais pas si c'est une règle cachée ou une règle implicite, mais j'avoue que j'ai pas trouvé dans le livret de règles et que c'est sûrement quelque chose qui peut vous sauver des parties. Donc je vous le dis dans cette vidéo. Ok, le prochain point va concerner quelque chose de très important, tant pour le gameplay que voilà, c'est le timing de défausse des cartes. Et oui, quand est-ce qu'on met une carte dans la défausse? Donc la règle de base dans le jeu, c'est que bah, vous jouez une carte, vous faites tous ses effets, donc là par exemple c'est simple, c'est faire un dégât, et vous le mettez dans la défausse, d'accord. La règle est la suivante, très important, on va regarder tout de suite page 21, une règle qui est vraiment primordiale, qui concerne ce point de règle-là. Page 21, il est écrit donc résoudre l'effet puis défausser la carte. Lorsque vous jouez une carte, vous devez résoudre son effet, puis la mettre dans la défausse. Et c'est la dernière phrase qui est importante,
Une carte jouée n'est mise dans la défausse qu'une fois son effet intégralement résolu. Alors, on va mettre ça en œuvre. Donc là, bah, frappe, j'ai fait un dégât, ça a été entièrement résolu. Défausse directement. Maintenant, vous avez certaines cartes. Donc, bah, je vous l'ai montré tout à l'heure, le risque maîtrisé, qui dit gagner un blocage jusqu'au début de votre prochain tour, inflige 2 dégâts à chaque ennemi vous infligeant des dégâts. Donc en fait, imaginons que c'est le briseur de horde qui a joué ça. Vous allez jouer cette carte, il va gagner donc 1 de blocage, ok. Et sauf que, eh ben en fait, elle va pas aller dans la défausse tout de suite parce que son effet, c'est jusqu'au début de votre prochain tour, vous faites telle chose. Donc en fait, vous allez la laisser sur le terrain. Moi, ce que je fais, c'est que je la laisse en général près du personnage qui a joué la carte, comme ça, j'oublie pas. Et en fait, au début de votre prochain tour, vous allez la mettre dans la défausse parce qu'au début de votre prochain tour, elle aura résolu tous ses effets. Voilà, donc ça marche comme ça. Une autre carte, Vision d'Oculus. Jusqu'à la fin de votre tour, toutes les cartes attaque qui ne ciblent qu'un seul ennemi que vous jouez auront cette portée. Donc imaginons que là, mon briseur de horde, en fait, c'est Bonne l'Oculus, hein, bien sûr, c'est pas sa carte à lui, mais on va dire que c'est à lui. Et ben en fait, je joue cette carte, je fais tout mon tour, donc si on suit les effets, bah, en gros, mes frappes, elles ont portée infinie, donc je peux taper un mec là, un mec ici, il n'y a aucun problème, d'accord. Et fin de tour, avant de repiocher mes cartes, elle va dans ma défausse. Et là, je remélange, si besoin, je repioche, etc. Donc voilà, timing super important. Vous avez bien sûr blocage violent qui fait ça aussi, hein, jusqu'au début de votre prochain tour. Donc pareil, hein, début de votre prochain tour, vous la mettez dans la défausse. Ce qui implique que du coup, à la fin de votre tour, si vous devez remélanger votre défausse pour vous refaire une main, vous n'aurez pas cette carte parce qu'elle sera en fait restée sur le terrain pour signifier qu'on n'a pas fait intégralement son effet. Ok, maintenant 2 cartes qui sont un peu particulières aussi, mais pareil, si on suit la règle, c'est parfait. Le kit de réparation et le kit de premier secours. Ces 2 cartes disent de faire un effet, donc par exemple pour lui gagner 2 blocages, pour lui défausser une carte, soigner 2 de vos blessures. Il y a une fin de texte qui dit puis à la fin de votre tour, placez donc le kit de réparation ou ici, placez le kit de premier secours en dessous de votre deck. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous le jouez, vous faites par exemple l'effet gagner 2 blocages, d'accord? Et vous laissez cette carte pareil sur le terrain, elle ne va pas dans votre défausse parce que elle n'a pas résolu tout son effet, sachant que c'est gagner 2 blocages. Et ensuite, on attend la fin de votre tour et on la met en dessous du deck à la place de la défausser. Et donc, s'il y a assez de cartes, eh ben, en fait, vous la repiochez directement. Voilà. Ok? Pareil, du coup, pour le kit de premier secours, on est dans les mêmes trempes de cartes. Et maintenant, on va dire que là, il y a un boss, d'accord? Ah bah non, zut, elles sont recto verso les cartes. Donc ça, on va dire que c'est un boss, ok, là, ce truc-là. Et ben en fait, les cartes de boss, bah, c'est la même règle, hein. Par exemple, cette carte-là de la grande prêtresse, elle dit donc, elle effectue 3 déplacements, elle fait 2 dégâts à un héros, on lance un D4, et donc à son prochain tour, le héros subit 2 dégâts par carte jouée du type du résultat du D4. Pareil, donc du coup, imaginons que le briseur de horde s'est fait taper, on laisse cette carte pour déjà, un, se souvenir qu'il y a cet effet à faire, et deux, bah, on la laisse parce qu'elle est défaussée. Pareil, c'est la même règle pour les monstres que pour nous. Les cartes sont défaussées que quand les effets ont été faits en entier. Et donc, 2 autres exemples avec l'éclat des abysses. Donc jusqu'à la fin du tour des héros, toutes les cartes attaques possèdent la portée corps à corps. Donc en fait, cette carte-là restera en jeu jusqu'à la fin du tour des héros. Et cette carte-là, jusqu'à la fin du prochain tour des ennemis. Donc c'est un autre timing, mais pareil, donc jusqu'à la fin du tour des ennemis, cette carte restera, et puis à la fin du tour du prochain tour des ennemis, cette carte sera défaussée. Donc vous pouvez aussi accumuler des cartes de boss comme ça devant vous. Donc attention au timing, ça peut être important parce que si le deck du boss n'a plus de cartes, eh ben, il va falloir remélanger les cartes de son deck, mais sans celles qui restent sur le terrain. Voilà, j'espère que ça a été clair et que ça vous aide. Et on va parler pour la fin de vidéo de 2 cas qui concernent la mort. Voilà, donc à tout de suite. Voilà. Alors, avant-dernière question, avant-dernier cas clinique. Vous jouez le briseur de horde, il vous reste 5 cartes dans votre deck et défausse, donc il vous reste que ces 5 cartes-là, il n'y a plus rien. Toutes vos cartes sont en blessure ou en exil, d'accord? Donc, vous savez que, donc, je répète qu'on meurt une fois qu'à la fin de son tour, on ne peut pas faire une main complète, d'accord? Donc là, j'ai une main complète, je peux jouer, etc. Enfin, même si j'avais une main incomplète, j'aurais pu jouer, d'accord? Vu que c'est le début de mon tour.
On va faire quelque chose d'assez particulier, vu que maintenant je vous ai expliqué le timing des cartes pour la défausse. Et ben voilà, je vais jouer le blocage violent, donc mon briseur de horde va gagner 1 de blocage. Jusqu'au début de mon prochain tour, lorsque je subis une attaque d'un ennemi, j'inflige 1 dégât à cet ennemi pour chacun des blocages qui absorbe un dégât. D'accord? On va dire que maintenant, je me dis, c'est bon, je vais pas mourir. J'ai 5 cartes encore, donc je vais faire mes 4 frappes, etc. Fin de tour. Et fin de tour, qu'est-ce qui se passe? Vous allez essayer de refaire votre main, vous allez remélanger vos 4 frappes, donc vous avez bien 4 cartes, et du coup, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes mort. Parce que cette carte reste sur le terrain, et ne vous permet pas de vous repiocher une main complète. Donc, vous mourrez, vous placez toutes vos cartes de la main dans la défausse, il n'y a pas de début de prochain tour, cette carte va aussi dans la défausse, et votre briseur de horde, il est mort. Voilà. Donc c'est bête. Mais par contre, la petite précision, premièrement, le blocage violent qui revient dans votre défausse fait que vous avez 5 cartes. Donc, au prochain tour, vous allez pouvoir rejouer votre tour, parce que quand ça sera à vous de jouer, si vous pouvez constituer une main de 5, vous pouvez jouer. Donc, au début du prochain round, en fait, vous pouvez piocher une main de 5. Vous allez pouvoir être ressuscité. Mais en attendant, vous ne pouvez pas être ressuscité, vous êtes mort. Voilà, c'est terminé pour ce tour-là. Autre précision, un personnage mort donc ne peut pas être ciblé ni par les capacités ennemies, ni par les capacités alliées, sauf si elle précise qu'elle affecte les morts. Ça implique une chose que je n'ai pas expliquée dans la première vidéo, c'est que quand vous êtes mort, comme vous êtes inciblable par les effets des ennemis, etc., en fait, vous ne pouvez pas vous refaire attaquer et remourir immédiatement alors que vous allez être ressuscité. Donc en fait, quoi qu'il arrive, je sais que je vais être ressuscité, sauf peut-être une exception, voilà, mais normalement, je sais que je vais être ressuscité parce que je n'existe plus, donc tous les personnages, que ce soit alliés et ennemis, peuvent me traverser, donc là on va dire que c'est toujours pas, hein, on va dire que c'est un ennemi, d'accord? L'ennemi, il peut me traverser maintenant parce que je suis mort, j'existe plus. Mais par contre, il peut pas, en fait, me retaper alors que j'ai 5 cartes dans ma défausse pour dire, en fait, t'as pas eu le temps de ressusciter, t'es mort. Non. Je suis inciblable, donc, quoi qu'il arrive, prochain tour, je serai ressuscité. Voilà. Petit point qui me semblait important de préciser et que l'auteur a bien précisé aussi sous ma FAQ. Merci à lui, c'est des précisions qui sont très importantes. Et on va faire un dernier cas clinique et ensuite ça sera la fin de cette FAQ. Voilà. Le dernier point concerne la résurrection, d'accord? Donc encore une fois, on va parler de la mort, ok? Donc là, on va faire le cas où justement mon briseur de horde est mort et il a de quoi jouer, ok? Sauf que entre temps, mon briseur de horde est mort, on n'a pas fait attention, et en fait mon barbare il s'est déplacé et il s'est mis sur mon briseur de horde, d'accord? Il a le droit parce que le briseur de horde n'existe plus, il est mort, ok? Maintenant, arrive le tour, on arrive au tour suivant, mon briseur de horde veut jouer en premier. Je vais le faire jouer, donc il va ressusciter, mais problème, en fait il est sur une case où il y a déjà quelqu'un. Comment ça marche? L'auteur a répondu sur Discord, donc j'espère que je n'ai pas mal interprété, mais du coup il était convenu que quand on ressuscite sur une case où il y a quelqu'un, on ressuscite sur une case adjacente. Voilà, pour pas que ça fasse des choses bizarres. Donc le briseur de horde peut ressusciter sur une des 4 cases que je vous montre ici. Voilà, fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres questions, si vous avez des critiques constructives de ce genre de vidéo, de ce genre de format, de comment je présente les choses. Voilà, j'essaie de faire ça le plus clean possible. Et j'ai envie de dire, il y a des moments où je suis pas forcément très sûr. J'essaye de voir avec la logique et avec comment je comprends les règles, comment ça pourrait se résoudre. Donc, soyez indulgents, n'hésitez pas à me corriger en commentaire si j'ai fait une bêtise, d'accord? Et pareil, si Alexandre, tu veux bien revoir cette deuxième FAQ pour me corriger comme pour la première, ou pour ajouter des précisions, ça sera avec grand plaisir que je lirai tout ça et que j'en ferai une troisième FAQ, une quatrième, une cinquième. Voilà, c'est avec plaisir. Moi, franchement, ce qui me plaît le plus, c'est ce genre d'interaction, ce genre de petites, de petites précisions qui font que vraiment, pour moi, un jeu est super riche. Et là, c'est parfait, c'est clairement ce qui me fait kiffer. Voilà, merci beaucoup. N'hésitez pas à laisser un like, des commentaires, à vous abonner pour voir d'autres vidéos de ODV.
Normalement, je vais essayer de faire un prochain gameplay avec des extensions. Voilà, petit teaser, petit spoiler, je sais pas, voilà. Je pense ajouter les extensions petit à petit, comme ça va vous faire plusieurs vidéos pour découvrir petit à petit et pour voir des monstres différents, des boss différents et des héros différents. Voilà. Dites-moi qui vous avez envie de voir à l'œuvre en termes de héros, on peut faire ça aussi, petit vote, vous voulez voir qui. Si possible, quelqu'un que j'ai pas déjà joué, comme ça, voilà. Et dites-moi aussi dans les extensions quel héros vous avez envie de voir, quelle mécanique, donc quel méchant vous avez envie de voir, et on essaiera de satisfaire tout le monde. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous dis à la prochaine pour d'autres FAQ, pour d'autres gameplays. Je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde. Et j'ai oublié un petit truc. Jouer à des jeux, c'est bien, mais jouez-y bien, c'est mieux.